On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Ouverture d'un nouveau bistrot à Iberville, mais c'est un resto aussi, mais surtout, à la base, un fabricant de beurre d'arachide qui aime bien mélanger différentes saveurs, dont l'érable, les plaisirs raffinés. Mais d'abord, on parle d'un don important, 50 000 $ à la Fondation Santé pour son projet de santé mentale avec Meubles Mobican. Bonne nouvelle pour la Fondation Santé ou Richelieu-Rouville, mais bonne nouvelle pour la population parce que des entreprises de notre région s'investissent via la Fondation et, entre autres, son projet Bâtir ensemble qui est dédié à la santé mentale. On sait que la Fondation souhaite recueillir 2,5 millions de dollars pour le compte de ce projet qui en totalise 6 millions. Donc, la portion qui vient de la Fondation, bien, elle vient de qui? Elle vient des citoyens, mais elle vient aussi d'entreprises. Tout récemment, on recevait des représentants de la famille Baillargeon qui ont fait un don significatif, toujours pour ce même projet. Et aujourd'hui, c'est au tour de Mobican. On en discute avec Patrick Selmy. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour, merci de me recevoir au nom de Mobican. Donc, vous avez pris ce choix, cette décision avec vos fils, donc, de donner 50 000 $ à la Fondation pour son projet de santé mentale. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à dire, bien, go, on y va, on le fait, on donne? Bien, plusieurs facteurs. Premièrement, moi, je suis un citoyen de Saint-Jean depuis toujours, fait que je suis fier de ma ville. Deuxièmement, bien que les années, la COVID a été difficile au niveau de l'entreprise, il y a eu une relance aussi, donc ça va bien. Et ce que nos employés ont vécu les 2 dernières années, ça l'a vraiment mis à jour. C'était pas évident. Et puis, ça nous a amené à décider de vouloir contribuer à la Fondation. Donc, ça a développé chez vous un sentiment, une perception, vous avez vu ou entendu. Parce que vous avez combien d'employés? Environ 60. 60 quand même? Oui. C'est 60 histoires de vie? Absolument. Ah non, puis dans nos employés, des employés qui ont perdu des êtres chers, il y a eu plusieurs détresses et tout ça qui étaient plus prévalents qu'il y a quelques années, mais c'était qu'on l'avait vraiment de près. Et parce que c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup. Mais nous, une de notre philosophie, c'est d'être près de nos employés. Fait qu'on parle à nos employés, on leur dit bonjour le matin quand ils quittent, tout ça. Donc, on est quand même proche des employés et on a senti plus de détresse que normal de ce côté-là. OK. Et ça vous a sensibilisé au volet de la santé mentale? Absolument. Bon, le projet Bâtir ensemble de la Fondation, je l'ai dit en introduction, 2,5 millions qu'on souhaite recueillir sur 6 millions, qui est la totalité du projet. C'est quand même un don significatif à 50 000 $. Chacun fait ses choix là-dedans. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de donner ce montant-là? C'est quand même un montant appréciable pour une entreprise, là. Oui, c'est un montant qui est étalé sur 5 ans aussi. La Fondation a quand même un objectif agressif aussi, donc il faut donner le maximum qu'on peut donner. Et nous, on se sentait, du moins, confortable dans le sens que c'est un montant important pour notre entreprise. On ne connaît pas l'avenir non plus. Tout à fait. On est engagé pour 5 ans, mais on se sentait confortable avec ce montant-là. On pensait que ça faisait un statement par rapport à notre engagement à cette cause-là. Et aussi, on espère que ça pourrait donner l'idée à d'autres entreprises de pouvoir participer si une entreprise comme Mobican est capable, parce qu'on n'a pas nécessairement une autre visibilité dans la ville. Donc, on espère que ça va aussi engager d'autres personnes à faire la même chose. Bien, effectivement, c'est un peu la visibilité que ça donne, parce que je le disais tantôt, bon, la famille Baillargeon a fait un premier pas aussi. Même Pascal Baillargeon elle-même a parlé de sa propre situation à l'égard de la santé mentale. Et le fait que des familles, que des entreprises le disent publiquement, bien, ça donne peut-être l'idée à d'autres également de faire de même. Absolument. Oui. C'est vraiment l'idée dans laquelle on s'introduit, de dire, bien, on va donner l'exemple, puis en souhaitant que, même si le sujet est encore un peu tabou, il l'est quand même de moins en moins. Absolument. Et puis, l'autre côté, c'est qu'avec l'entreprise, avec Mobican, beaucoup de nos ventes sont faites à l'extérieur de la région. Oui. On a une partie importante de nos ventes qui est faite aux États-Unis, puis dans l'Ouest canadien. Et la beauté de ça, c'est qu'il y a beaucoup de sous qui viennent d'une autre communauté, qui viennent des États-Unis, qui restent dans notre communauté. Et en fait, on a été surpris. J'ai des clients là, aux États-Unis là, qui ont liké, comme on dit, de l'information qu'on a partagée. Puis ils sont heureux de voir, même s'ils sont aux États-Unis ou en Colombie-Britannique, de voir que l'entreprise participe socialement dans leur milieu, dans son milieu, même si ce n'est pas le milieu du client qui regarde l'information. Ouais, c'est le principe du partage de la richesse. Absolument.
absolument. C'est un peu ça, là. Oui. Bon, Meubles Mobican existe quand même depuis plusieurs années. 34 ans. 34 ans. Oui. Évidemment, vous n'êtes pas très connu du grand public, mais pourtant, vous êtes une entreprise familiale. Vos 2 fils sont dans l'entreprise. Vous êtes là depuis une trentaine d'années, une soixantaine d'employés. Donc, vous êtes établi de longue date sur le territoire. Si vous aviez à nous résumer ce qu'est Meubles Mobican aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? En fait, c'est une entreprise qui fabrique meubles résidentiels, que je dirais moyen haut de gamme. Puis j'irais rajouter que l'équipe de Mobican, on fabrique vraiment un produit qu'on dirait de classe mondiale. On a participé à 2 reprises à un salon de meubles à Cologne, en Allemagne. Et la clientèle internationale reconnaît notre produit comme pouvant compétitionner avec n'importe qui sur la planète. Puis ça, c'est un des premiers messages que j'ai fait aux employés, à l'équipe en revenant, c'est de dire: soyez pas gênés de ce que vous faites. Vous faites un produit qui compétitionne avec n'importe quelle autre entreprise, que ce soit des entreprises suisses ou allemandes ou européennes ou américaines. Fait que c'est le type de produit, et je cite, c'est principalement résidentiel. Donc, c'est pas pour des magasins, mais bien pour des résidences, chambres à coucher autant que salle à dîner. Comment on fait pour faire sa marque dans cette industrie-là où il doit y avoir une compétition extrême, féroce, nombreuse? Il y a des grands joueurs, et là, il y a toute une notion de qualité dans le produit, j'imagine. Oui. Comment on fait pour se distinguer là-dedans et durer aussi longtemps? Là? Très bonne question. Le premier point, c'est d'avoir de la visibilité. Dans notre domaine, la façon la plus facile, c'est de participer à des foires commerciales. Donc, on a un site permanent en Caroline du Nord, qu'on n'est pas allé depuis 2 ans à cause de COVID, mais on recommence en avril cette année. Et comme j'ai mentionné, on a participé aussi à une foire internationale. Et c'est là qu'on va faire les contacts avec les acheteurs. Évidemment, on peut faire du travail en amont via des sites web ou via de la communication. Ensuite, le design du produit, la qualité du produit parle beaucoup. Et ensuite, comment qu'on reste dans le domaine, c'est vraiment de bien servir son client, de le bien servir au niveau de la qualité. Puis on n'est pas toujours parfait. Quand il y a une erreur, c'est de bien le régler rapidement. Puis ça veut dire régler des fois avec des clients en Californie ou qui sont éloignés. Et deuxièmement, bien, garder au niveau service clientèle et maintenir toujours la qualité du produit, même si on devient de plus en plus occupé. Fait que c'est les clés principales. Comment ça a parti? Meubles Mobican a été acheté d'une entreprise qui existait déjà. Moi, j'étais étudiant. En fait, mon premier travail là, c'était balayeur de l'usine comme emploi d'étudiant. Et ça a été mis à vendre. Moi, j'avais un emploi comme ingénieur à l'extérieur. Puis le côté entrepreneur, ça m'intéressait. Mon père était déjà employé là et c'est avec lui un groupe d'employés qu'on a acheté en 88. Quand vous regardez le résultat aujourd'hui? Ça a été un voyage vraiment, vraiment intéressant. Le fait que mes 2 fils soient dans l'entreprise, j'ai jamais mis de pression, j'ai jamais même parlé de l'entreprise. C'est eux qui ont joint l'entreprise par eux-mêmes. En fait, je leur ai fait une mise en garde par rapport aux difficultés d'avoir une entreprise, une PME. Puis malgré ça, ils ont joint l'entreprise. Puis c'est un beau cadeau additionnel. Mais ça a été, ça fait 34 ans pour moi, puis ça a été vraiment, il y a eu des hauts et des bas, l'arrivée de la Chine, des récessions, le 11 septembre, on est passé à travers tout ça, mais ça a été vraiment une route intéressante et plaisante en général. Puis moi, je suis le genre de personne près des employés, puis j'aime ça travailler avec, être près des gens, puis parce que sans ces gens-là, Mobican n'existe pas. Là. Sans les 60 personnes qui mettent la main sur le produit à tous les jours, on n'existe pas. Ce n'est pas 3 dirigeants dans un bureau qui font une entreprise. Il y a eu un peu, dans les années qui ont suivi l'arrivée du libre-échange, plusieurs se sont dit, pour les industries manufacturières, textiles, vêtements, meubles, bon, tout ce genre de fabrication-là, plusieurs ont pensé, à tort, que ça se ramassera en Asie ou ailleurs dans le monde, en Inde, puis que des pays comme les nôtres seraient un peu défavorisés. Or, visiblement, vous êtes encore là après 34 ans. Donc, libre-échange ou pas, vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu? Absolument. En fait, le libre-échange, bien que ça ait été vu d'une façon, comment je pourrais dire, menaçante, ça a été un plus énorme pour l'industrie du meuble. C'est une industrie qui représente, en passant, 30 000 emplois au Québec, direct. Et puis, ce qui a été plus une menace, ça a été l'arrivée de la Chine un peu plus tard. Ça a été plus difficile. Et là, il a fallu vraiment s'ajuster. Mais le libre-échange a été un essor important. Puis c'est arrivé un moment où le dollar, le taux de change était favorable, mais il ne fallait pas s'asseoir sur le taux de change, mais ça a aidé à ouvrir les marchés côté américain. Et c'est encore, en général, un marché très important pour l'industrie du meuble. En quoi la COVID a un peu
changer les plans. Bref, chez vous, là, ça a été quoi les impacts directs ou indirects de la COVID? Je pourrais dire que les premières 2 semaines de COVID, quand l'usine était fermée, là, en tant que propriétaire, là, on parle de détresse psychologique, c'est pas évident. On avait une planification stratégique qui venait d'être faite. On l'a littéralement refait de zéro avec des scénarios où on pouvait être fermé 6 mois, 8 mois. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que ça a fait tout le contraire. L'industrie du meuble, comme beaucoup d'autres industries, les gens ne voyagent pas, donc ils décident de rénover puis d'améliorer leurs alentours, que ce soit les piscines ou les maisons. Donc, c'est une industrie où on est présentement, la plupart, très, très occupés. En ce moment, le plus gros défi, c'est la chaîne d'approvisionnement. Nous, on a des composantes qui viennent de Chine, de la Turquie, de l'Europe, et c'est vraiment un casse-tête. Et le prochain souci, c'est vraiment l'augmentation des coûts qui est assez difficile de ces temps-ci. Et la pénurie de main-d'œuvre dans tout ça? La pénurie, il y a eu des périodes difficiles. On s'en tire relativement bien. On travaille beaucoup avec du référencement des employés parmi eux-mêmes. On s'en tire assez bien. Il y a d'autres industries, d'autres régions que c'est beaucoup plus difficile. L'enjeu principal, c'est vraiment la chaîne d'approvisionnement. Patrick Selby, merci beaucoup. On le répète, donc, Meubles Mobican qui s'engage à donner 50 000 dans cette campagne Bâtir ensemble pour la santé mentale auprès de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Et je trouve que ça, c'est une phrase qui en dit long. Un Québécois sur 5 va souffrir d'un problème de santé mentale et à l'hôpital du Richelieu, l'unité de psychiatrie de 28 lits accueille 2000 personnes par année aux prises avec différentes formes de problématiques de santé mentale. Donc, de voir que des entreprises comme la vôtre décident de s'investir dans cette cause-là, je pense que c'est bien de le dire et de le démontrer à l'écran. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on drift, mon ami. Le roi du drift de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, recrue de l'année sur le plus grand circuit aux États-Unis, Tommy Lemaire est avec Pas juste le roi, la recrue de l'année. Ah oui. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Les plaisirs raffinés font leur entrée du côté d'Iberville sur la première rue, non loin du Pont-Gouin. Avec nous pour en parler, Simon Lapointe. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, c'est un resto, c'est un café, c'est un bistrot. On le définit comment? En fait, c'est un bistrot avec une usine de transformation de noix. En fait, tout simplement, moi, j'ai mon usine de noix. Je transforme les noix, je les achète crues, je les fais rôtir, je les transforme. Après ça, je fais du beurre d'arachide à l'érable. Puis par la suite, je l'amène en avant. Puis là, monsieur et madame tout le monde peut profiter de tous les petits produits au niveau des passions de noix que je peux offrir, dont les gaufres qu'on entend parler dernièrement, là, les gaufres beurre de noisette, chocolat noir. Donc, tout part de l'amour et de la passion des noix, du beurre d'arachide. Ça part de là. Absolument. Absolument. Ça vient d'où, ça, cette passion-là? Ah, écoute, je me lève depuis que j'ai l'âge de 6 ans la nuit pour manger du beurre d'arachide. On part de là. Je me lève la nuit, je mange ça à cuillère, puis je suis certain qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Ben, j'en parle avec les gens. Les gens se lèvent la nuit aussi, tu sais. Du monde qui mange des chips, mais il y en a d'autres qui mangent du beurre d'arachide. Puis ben, moi, je fais partie de ce clan-là qui, finalement... Parce que moi, j'étais dans la construction auparavant. Donc, j'ai vraiment embarqué là-dedans à pieds joints, dans le beurre de pinot. Bon. Effectivement, confession, parce que moi aussi, des fois, ça arrive, je me couche le soir, puis j'ai hâte de me lever le lendemain matin pour manger une toast avec du beurre d'arachide, quand même. C'est incroyable. Quand on aime ça, on aime ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on décide de troquer... tu dis, tu es entrepreneur, puis là, tu dis, OK, là, je me lance dans cette aventure-là. Il y a quand même une marge entre être passionné par quelque chose, mais de là à décider de faire des affaires là-dedans. Là.
ça a parti, oui, des beurres de pinot, mais avant tout, j'en mangeais beaucoup à cuillère. Puis un jour, tu sais, si on reprend un peu d'où ce que ça part, c'est j'ai mangé du beurre d'arachide, puis j'ai mis ça avec du sirop d'érable. Puis à ce moment-là, j'ai dit, hey, ça serait bon. J'ai voulu m'en acheter. J'étais dans le coin de Gatineau, dans une érablière, à Elmer's, exactement. J'étais sur un chantier de construction, là, je me rappelle exactement. J'étais sur le bord de l'eau, puis je pensais à ça, puis je me dis, ça serait le fun d'en avoir. Puis j'ai découvert que ça n'existait pas. Donc, ça a resté là-dessus, puis c'était rendu une fixation après les jours. Après les jours, je me levais la nuit, j'écrivais des idées, puis là, hey, il faut que j'essaie ça. Donc, j'ai acheté du beurre de pinot Kraft, comme on l'appelle comme ça. Puis avec du sirop d'érable, j'ai essayé ça, puis j'ai dit « Ah, mais c'est pas ça! » Puis j'ai commencé à acheter des noix chez Buck Barn. J'ai acheté, je vous niaise pas, là, j'ai quasiment acheté pour 1 000 $ de pinot. Puis de toutes les sortes, avec écailles, pas d'écailles, victoriennes, américaines. Je les ai toutes achetées, je les ai toutes essayées. Puis à un moment donné, j'étais arrivé sur une recette, puis j'ai fait comme « That's it. » Et ça fait combien de temps de ça? Ça fait 1 an et demi que je travaille sur le projet. Donc, ça fait 1 an et demi là, de tout ça. Là. Mais là, est-ce que tu travailles encore en construction? Aucunement. Tu as complètement arrêté, là? Absolument, absolument. Là. Pour te lancer dans l'aventure? Absolument, absolument. Exactement. Wow! J'ai vraiment, là, c'est à partir de là, après, j'ai fait le beurre de cachou à l'érable, qui est juste ici. Le beurre de cachou à l'érable, je vous dis, ça goûte le ciel. C'est comme le sucre à la crème. Je vous dirais bien du goûter présentement, mais là, j'ai peur que... Bon. Fait que beurre de cachou érable. Après ça, j'ai embarqué sur le pistache chocolat blanc, une noisette chocolat noir, les pacans d'érable. J'ai vraiment une variété complète. Là. Mais c'est vraiment le portrait type de l'entrepreneur qui est passionné par quelque chose. Est-ce que les gens de l'entourage disent « Bien, voyons donc, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles en construction. C'est un bon métier, c'est payant, la construction. Puis là, tu te lances là-dedans. » Qu'est-ce que les gens de l'entourage disent? Une folie en amène une autre, on pourrait le dire comme ça. T'sais. Déjà, entrepreneur, on s'entend que quand on est entrepreneur, on fait un peu des démarches un peu différentes, comme des autres. Puis, mais les gens autour de moi savent que j'aime le beurre d'arachide. C'est rendu un running gag. À Noël, on m'offre des pots de beurre de pinot. Fait que quand j'ai parti le projet, puis j'ai parti ça, au début, on m'a pas trop soutenu. Fait que j'ai mis un hold, puis après ça, j'ai arrêté d'en parler à tout le monde. Ma conjointe m'a soutenu là-dedans et je travaillais un peu derrière les rideaux. Puis après ça, un jour, je suis arrivé, puis j'ai dit à mon père, je dis « Père, viens me rejoindre à telle adresse, qui est à Iberville. » Puis j'y ai montré mon usine de transformation de noix, plus mon bistrot, puis il a dit « Mais dans quoi tu t'embarques? » Puis j'ai dit « Père, je me pars ça. » Puis j'ai parti une marque de commerce, vraiment. Là, tout de A à Z a été pensé, réfléchi. Je pense que j'ai presque rien oublié, jusqu'à maintenant. Bon. Là, tu as ouvert une première succursale à Bromont. Là, tu en as une deuxième à Iberville, ici, première rue, pas très loin de l'ancien resto Les Glaces. Tu es comme l'autre bord de la rue, hein, c'est ça? Exactement, bon. C'est ça. Ça va s'arrêter où? Est-ce que tu as l'intention ou l'ambition d'agrandir la famille, d'avoir d'autres succursales, de conquérir le monde? C'est quoi tes ambitions par rapport à ça? Je vous dirais que je suis un jeune homme ambitieux, puis j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller emmener ces petits pots-là, ces petits bonheurs ailleurs, dans d'autres succursales, dans des boulangeries. Je sais que j'ai des boulangeries qui m'ont approché pour avoir mes produits. Puis je suis prêt à lancer les produits avec toute la gamme complète dans un endroit. Quelqu'un viendrait cogner à ma porte, puis je serais prêt à lancer les produits là, directement. Bon, ta capacité de production en ce moment ressemble à quoi? Parce que je pose souvent cette question-là lorsque quelqu'un se lance en affaires, parce que disons que demain matin, tu as une croissance fulgurante. Es-tu capable de produire à la hauteur de la demande? Je vous dirais qu'au niveau de mon fournisseur de noix, j'ai les noix Bassé qui me fournissent en noix. Donc, on s'entend, pour ceux qui connaissent, c'est quand même une très grosse entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui est connecté directement là que je peux me fournir. Donc, tu as de la matière première. J'ai de la matière première. Au niveau du sirop d'érable, j'ai une érablière à Bedford qui travaille avec moi. On a entre 2 et 4 000 en taille qui vont être disponibles pour le produit, pour partir. Ça a été travaillé. Ça donne une capacité d'à peu près 36 000 pots. Donc, juste pour le niveau qu'est-ce qui est produit à l'érable. Donc, on s'entend pour ça. Au niveau des pots, je vous dirais que c'est là qu'il va avoir une petite marge, parce qu'avec ce qu'on entend parler, les containers puis tout ce qui se passe. Mais je vous dirais que la production qu'on pourrait lancer facilement aux alentours de 2000 pots par semaine. Quand même. Je veux dire, je suis capable de me revirer de bord. Je suis capable de me revirer de bord assez rapidement. Je suis un homme, tu sais, on me dit, on fait ça, on fait ça. Tu sais, tout simplement, j'ai besoin de ça, puis je vais tout faire pour que ça fonctionne. Okay. Donc, tu es un producteur. Dans le fond, à la base, c'est ce qu'on fait. C'est une usine qui fabrique ces produits-là.
Mais là, tu décides, dans le fond, de l'offrir dans une formule bistrot. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut arrêter notre boutique pour acheter les produits tout simplement, mais on peut aussi les déguster sur place. Exactement. Moi, c'est un fun. Là. Ça, c'est une passion. Les gens, ils rentrent, là, puis je prends une cuillère, puis je prends mon pot de beurre de pinot à l'érable, je l'ouvre, puis je fais goûter aux gens. Tu sais, carrément, là, c'est pour que... Puis ça coûte rien. Là. C'est vraiment... Vous rentrez, vous venez me dire bonjour. Moi, je vous dis bonjour avec une cuillère, puis des fois, un biscuit sourire. C'est ma manière un peu d'emmener ma passion aux gens, tu sais, pour que les gens goûtent, carrément. Okay. Les gens peuvent aussi manger autre chose. Tu as des sandwichs, des salades, du café, bref, on est là-dedans. Là. Exactement, c'est ça. Et j'ai beaucoup de produits en vrac. Parce que je crois qu'on est rendu dans un mode de vie éco-responsable. On fait attention à notre consommation. Donc, les pots de vitre que j'utilise, j'ai plusieurs formats. Donc, toutes les sortes de noix, je les mets en pot. Je fais des soupes, je les mets en pot. Le but, c'est de prendre le pot, prendre le produit, partir à la maison, consommer le produit, revenir, échanger le pot contre une consigne. Donc, je pense que tout le monde est gagnant à travers ça parce qu'on a des produits qui sont faits locaux, des produits qu'on peut partager, puis, tu sais, des fois, on n'aime pas trop faire à manger, ces choses-là. Donc, mon but, c'est vraiment d'amener un peu de bonheur à la maison. Pourquoi tu as choisi de t'installer à Iberville? Le destin, je vous dirais, le destin. J'étais sur la 4e avenue auparavant, juste une rue après les glaces. J'avais ma petite usine, puis ça a commencé là parce que j'étais à Saint-Jean. Auparavant, à Iberville, j'habitais à Saint-Jean. Donc, je passe par là, je vois un petit garage, un peu comme à la Apple. Puis j'ai commencé dans un garage, j'ai modifié le garage en local MAPAC. Puis un jour, en me retournant chez moi, j'ai vu ce local-là qui se faisait 2 ans qu'il était loué. Et j'ai rencontré la propriétaire, celle de la madame de Tissu du Québec, Ginette. Et on a discuté ensemble, puis on a trouvé un terrain d'entente. Puis tout simplement, c'était un ancien traiteur. Donc, j'ai dit, ancien traiteur, le local, il est bien. Le local, il était en piteux état. J'ai pu faire un arrangement parce qu'il était en piteux état, ça coûtait plusieurs milliers de dollars de rénover. Étant moi-même dans la construction, j'ai pu gérer quelque chose avec elle, puis on a pu trouver un terrain d'entente qui soit agréable pour tout le monde. Donc, on est prêt, là, à Iberville. Bon. Jusqu'ici, c'est quoi la réponse du public, les commentaires qu'on te donne? Je vous dirais que c'est très, très, très positif. Très, très positif. Parce que j'entends pas parler aucune négativité jusqu'à maintenant. C'est sûr que peut-être qu'on entend parler dans le dos, mais jusqu'à maintenant, sur à peu près 250 à 300 personnes, les gens se taguent, les gens se partagent la nouvelle. Les gens ont hâte de venir. Je suis fermé le lundi, mardi. On vient m'écrire en privé pour me dire « Hey, pourquoi tu es fermé le lundi, mardi? » Je dis « OK, ouais, j'ai une vie. J'essaie de travailler fort pour vous donner un bon service. Le mardi, je fais la production. Puis, le reste de la semaine, je suis avec vous autres. Je vous fais des bonnes gaufres. Donc, je vois comme une étape à la fois. Donc, je pense que le public apprécie beaucoup le concept jusqu'à maintenant. Puis, à Iberville, il n'y a rien de ce type, en fait, à Iberville. Bien, tout à fait, parce que dans le vieux Iberville, à la croisée, évidemment, du nouveau pont, bon, il y avait autrefois le restaurant Les Glaces, là. Mais bref, le vieux Iberville, c'est quelque chose qui a un potentiel, disons, de développement là, dans ce secteur-là. Puis je compte bien aider à ce qu'on remonte la pente ensemble. Il n'y a pas rien vraiment de comparable sur le marché, donc c'est un peu un produit unique, là. Exactement. En fait, le beurre d'arachide à l'érable n'existe pas ici au Québec. Donc, on peut le trouver au Japon, qui a été fondé par un Québécois, aussi au Japon. Il fait venir son sirop d'érable, puis il le fabrique au Japon, mais outre ça, on n'entend pas vraiment parler. Il y a des compagnies américaines qui font un produit, mais c'est plein de sucre. C'est vraiment, on parle pas de sucre de sirop d'érable, on parle de sucre blanc, de sucre, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, je pense, à partir de ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? De ne pas prendre de poids. Okay. Je vous dirais que ça serait une première étape, de faire attention à la ligne. Ça, c'est la partie, je vous dirais, la plus difficile. Il faut goûter le produit. Exactement, c'est ça. Mais c'est un peu comme, moi, je vois ça comme un peu une drogue, une bonne drogue santé, parce que c'est un produit santé. Mais je pense qu'on pourrait souhaiter la réussite et le projet d'emmener des clients, être heureux à travers ça. Donc, c'est ouvert du mercredi au dimanche. De quelle heure à quelle heure? Mercredi, jeudi, vendredi. De 8 h le matin à 5 h le soir et le samedi, dimanche, de 8 h à 4 h. OK. On va acheter les produits, puis en plus, on prend un petit café sur place. Exactement. On peut manger d'autres choses. Exactement. Puis après ça, on ramène ça à la maison. On fait découvrir ça à la famille. Exactement. Ou, comme des fois, je les glisse, on le garde pour soi avec une cuillère dans un coin. Ouais, toi, t'aimes beaucoup le principe de la cuillère, hein? Je vous dis, là, si vous voulez lire un peu le message qui est écrit ici, juste ici, vous allez voir que
Le beurre de cajou à l'érable vous fera tomber en amour avec cette sucrerie venue directement du ciel. Il vous arrivera de vous réveiller la nuit pour vous faire une rôtie sur le pouce, c'est garanti. Ça dit tout, je pense. Ça dit tout. Oui, je pense que ça dit tout. Bien, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on drift, mon ami. Le roi du drift de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, recrue de l'année sur le plus grand circuit aux États-Unis, Tommy Lemaire est avec Pas nous. juste le roi, la recrue de l'année. Ah oui. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Excellente nouvelle pour le public, excellente nouvelle pour les artistes, puisque la Société de développement Vieux-Saint-Jean revient après une absence de 2 ans avec ce fameux projet, cette programmation d'un été chaud 2022 sur la place publique. Vous avez jusqu'au 14 mars pour l'appel de candidature. Donc, si vous êtes un artiste, mais pas juste chanteur, on a besoin d'amuseurs publics également. Vous allez tout simplement sur le site Internet vieux-saint-jean.com pour vous inscrire. À demain. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.